Jetzt können wir das alles weiter vertiefen mit auch dem Fokus auf Deutschland und auf Frankreich. Dafür sind wir ja auch hierher gekommen und deren Rolle im Streben nach der digitalen Souveränität in Europa. Deutschland und Frankreich werden ja, was Europa betrifft, immer als Motor, als Zugpferd. Wir haben das gerade erst wieder gehört, als Emmanuel Macron bei dem Bundeskanzler Olaf Scholz war, wurde das auch noch mal wieder und wieder betont. Das ist hinlänglich bekannt und ich hatte es ja auch schon gesagt, mit der Wiederwahl von Emmanuel Macron haben wir jetzt zumindest eine gewisse Kontinuität in dieser Beziehung. Also muss man sich zumindest bis zu den Parlamentswahlen keine Sorgen machen. Da wird man dann sehen, ob Macron in eine Kohabitation gezwungen wird oder eben nicht. Aber bis dahin kann man zumindest jetzt mal die langen Linien kann man sehen. Jetzt würde ich gerne dieses Panel eröffnen. Wir legen den Fokus in diesem Panel eher auf die Industrie, also welches Postulat der Industrie an die Politik, die Erwartungen, die Einschätzungen der politischen Handlungen und der Vorgaben. Wir haben für die Runde illustre Gäste gewinnen können, würde ich jetzt mal sagen. Leider ist nur eine Frau dabei und das bin ich. Sorry, aber wir werden das im Laufe des Tages auch noch ein bisschen ändern und auch morgen sind dann mehr Frauen auch auf dem Podium dabei. Das ist auf jeden Fall versprochen. Es wird trotzdem sehr interessant und viel dabei rauskommen. Wir reden also über den Industrieblickwinkel mit Helmut Grassel, Mitglied im Vorstand von Infineon und Chief Marketing Officer. Zumindest noch bis Ende des Monats, glaube ich. So ist es, genau. Hallo. Grüße Sie, wenn Sie bitte Ihren Platz nehmen. Physiker und promovierter Elektrotechniker, richtig? So ist es. Jawohl, also kommt aus der Halbleiterwelt und ist sozusagen ein Spezialist in der Materie, hinter der alle her sind, nämlich Chips, also the Chips Man. Dann mit Hubert Tardieu, lange bei Atos und da bei Thierry Breton, Independent Board Member von Gaia X, das wir heute noch öfter hören werden und heute schon gehört haben. Er ist sozusagen kann ich sagen, dass er einer der Gründungsväter von Gaia X ist. Auf jeden Fall hat er es geleitet und mit auf den Weg gebracht. Bonjour, Monsieur. Bitte nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen. Und weil natürlich ohne Forschung und vor allem ohne Forschungsförderung, sprich das Geld, fast nichts existiert, haben wir auch noch André Lesgroup-Pietri mit auf das Panel geholt. Er ist Speaker der Joint European Disruptive Initiative. Hallo. Hallo. Jedi, ich sag mal Jedi, weil es klingt so wie Jedi-Ritter. Richtig. Und hier haben wir also einen Jedi-Speaker auf unserem Podium. Jedi soll, genau, ein bisschen für den Jedi-Speaker, finde ich, sollte es einen Applaus geben. Ich rede Deutsch. Tardieu spricht Französisch, aber nachdem wir das alles durch die Übersetzung gut geregelt kriegen, ist das, denke ich, kein Problem. Pas de souci, non? Très bien. Très bien, sehr gut. Ich fange mal vielleicht mit Herrn Lesgroup-Pietri an, ne? Weil ohne Geld ja alles nichts, haben wir ja gerade gehört. JEDI soll Europa bei der Forschung unterstützen, Input geben und Fördergelder kanalisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so eine Art europäische DARPA, nur ohne dass das Verteidigungsministerien die Finger drauf haben. Also so ein bisschen weniger militärisch. Wir haben 1 Stunde Zeit ungefähr für die Debatte. Kurz vor 12, wenn es dann rumort und wir hungrig werden, würde ich dann das Podium noch ein bisschen öffnen, sodass Fragen gestellt werden können. Wir haben auch Mikrofone, wenn Sie sich dann kurz vorstellen oder ihr euch kurz vorstellt und an wen ihr die Frage richtet. Das machen wir dann so, haben wir noch 10 Minuten Zeit am Ende. Ich habe die Uhr, hoffe ich jedenfalls, im Blick. So, jetzt in medias res, Herr Lesgroup-Pietri. JEDI soll ein neuer Ansatz in der Forschungsförderung sein. Schnell, agil, konzentriert auf wenige Projekte und wagemutig, habe ich gelesen. Wie passt das mit der Europäischen Union zusammen, beziehungsweise der Bürokratie dort, die ja immer als, sagen wir mal, nicht so wirklich wagemutig wahrgenommen wird? Oder hat sich das jetzt plötzlich geändert, seit Sie bei JEDI sind? Vielen Dank, schön dabei mitmachen zu dürfen. Je vais parler en français, mais wir können es ja auch auf Deutsch machen.
J'ai été accueilli tout à l'heure, il y a 1 heure, en disant « Ah tiens, vous êtes connu pour dire les choses de manière assez directe. » C'est moi qui ai dit ça. Là, vous me posez une question très, très franche. C'est intéressant parce qu'on a entendu le professeur Hoffman et le professeur Neugebauer qui ont tous les deux dit qu'il nous fallait des approches nouvelles et différentes. Et dans les faits, on fait quand même beaucoup de choses comme avant. On construit des cathédrales de semi-conducteurs, on fait des réglementations, on fait des conférences pour l'avenir de l'Europe qui vient de se terminer il y a deux jours, où 66 000 personnes ont participé sur 450 millions d'Européens. J'aimerais être plus positif, mais ce que je vois, c'est que même si les gens sont jeunes à la tête des États, on est quand même assez traditionnel, pour ne pas dire plus, dans notre approche. Ce qui est sûr, et ça c'est la version positive des choses, c'est que les choses vont beaucoup plus vite, et même en Europe. Le problème qu'on a, c'est qu'il ne s'agit pas d'être plus rapide qu'avant, il s'agit d'être aussi rapide, voire plus rapide que les autres. Alors on a presque un peu de chance que les États-Unis ont eu une éclipse de 4 ans avec Donald Trump, et que les Chinois sont en train, semble-t-il, de se fourvoyer complètement, je ne sais pas si les traducteurs vont pouvoir traduire fourvoyer, avec la stratégie zéro Covid. Et donc c'est la chance pour l'Europe de changer les choses. Alors ce qu'on essaye de faire, donc ce terme de Jedi, il n'est pas de moi, il est un des 10 cofondateurs de Jedi qui est Claudie Aigneret. Alors vous voyez, vous parliez des femmes sur un panel, qui est la première astronaute féminine européenne, qui un jour me dit oui, mais une agence d'innovation de rupture européenne, il faut qu'il y ait un nom qui soit un peu plus sympa que la plupart des noms qui sont souvent utilisés pour des projets européens. Le dernier qui était vraiment cool, pour le parler comme ça, c'était Eureka, ça date quand même des années 80. Et donc l'idée, elle est très simple, et je vais être très rapide, c'est de lancer des projets sur des sujets qui sont trop risqués pour Infineon, qui sont trop risqués pour Atos, qui sont trop risqués pour le secteur privé, mais qui peuvent être, en bon français ou en bon allemand, des game changers, où on ne sera pas, et je crois que c'est Neugebauer qui disait ça, en réactif, mais on sera en proactif. C'est la fusion nucléaire, c'est les microprocesseurs neuromorphiques, c'est le futur du cloud, qui n'est pas forcément le cloud des hyperscalers américains. Et pour ça, eh bien, il faut changer complètement la manière dont on fait de la recherche. Aujourd'hui, on a des projets beaucoup trop longs, qui durent en moyenne entre 2 et 10 ans, et on a bien vu avec les vaccins qu'il était possible en 11 mois, si on concentre les efforts avec un objectif, de changer la donne. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et la deuxième chose qu'on fait pour être toujours pertinent, c'est qu'on essaye d'utiliser les meilleurs de la recherche, de l'industrie et des startups pour identifier les thèmes importants, non pas dans 25 ans, ça c'est de la science-fiction, mais dans 3 à 10 ans. Et aujourd'hui, plus personne, et à commencer par nos hommes politiques et nos hommes et nos femmes politiques, n'essayent, parce qu'ils sont pressés par le temps, d'anticiper. Et ça, il faut que les démocraties, et donc c'est un projet démocratique européen, Jedi, il faut que les démocraties retrouvent ce goût de se dire on va créer l'avenir qu'on veut et non pas se voir imposer l'avenir des autres. Voilà le projet, en 2 mots. Da war schon viel dabei, würde ich sagen, Herr Gassel, und dann über so ein bisschen, okay. Brauchen Sie sowas, die Sie antreibt, so als großer Big Player, der dann tatsächlich auch nicht so beweglich ist? Ich würde die Beweglichkeit von großen Spielern nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle erkennen, dass die Welt ohne Halbleiter nicht funktioniert. Das haben wir jetzt gesehen. Ich finde es spät, aber wir haben es gesehen. Und die Frage ist, wie wir jetzt möglichst schnell, nämlich bis 2030, das Ziel 20% zu erreichen, wie wir das umsetzen können. Ich glaube, die Kommission hat sehr viel geschaffen, Rahmenbedingungen mit dem European Chips Act geschaffen. Das ging sehr zügig, das ist sehr erfreulich und das ist encouraging sozusagen. Jetzt ist die Frage, wie wir das auch sehr schnell miteinander umsetzen. Und wenn wir von digitaler Souveränität reden, dann ist es eben die Wertschöpfungskette als Ganze, die in der Halbleiterei bisher sehr stark global vernetzt war. Man könnte auch sagen, aufgrund der Skaleneffekte, die notwendig sind, um wirtschaftlich zu sein, zu einer starken Konzentration geführt haben. Das gilt das für einige Prozesse, für einige wichtige Technologien für unsere Produkte, aber nicht für alle. Und dort, wo es nicht gilt, geht es eben darum, die regionale Produktion zu stärken, aber auch Forschung und Entwicklung, auch Rohstoffe.
Und ich glaube, dass mit dem, gerade für die Produktionsstätten mit dem Important Project of Common European Interest, es einen sehr schönen Vorreiter gegeben hat, wo Deutschland, Frankreich, aber auch England, Italien, Österreich mitgewirkt haben. Und jetzt mit dem zweiten Block für Mikroelektronik und Kommunikation eben 17 Staaten schon dabei sind. Da sieht man, die Bedeutung wächst und Europa wächst zusammen, ich glaube, konzentriert seine Energie, seine Kraft, seine Ressourcen auf dieses wichtige Thema. Ist denn dieser CHIPS Act realistisch, also 20% bis 2030? Oder ist das so eine Zielmarke, wo Sie sagen, mit den ganzen Herausforderungen, also wir kriegen einfach auch unsere Rohstoffe nicht her, weil da halt China den Daumen drauf hat? Ich finde es ganz wichtig, dass es solche Leitmotive gibt. Und am Ende ist es doch eigentlich auch nicht wirklich wichtig, ob wir jetzt dann genau die 20% erreicht haben oder vielleicht nur 19. Aber wenn wir heute bei 10 sind, dann ist es wichtig, dass wir das vornehmen, voranzukommen. Und ob dann genau 20% dabei rauskommen oder nicht, finde ich persönlich, oder ob es ein Jahr später passiert oder ein Jahr früher, nicht so fürchterlich relevant. Wichtig ist zu sagen, wir können nicht weiter zurückfallen. Denn ganz ehrlich, man muss sagen, wir waren ja auch schon mal stärker. Wir sind ja eher zurückgefallen. Und deswegen gibt es jetzt eine massive Wende nach vorne. Wie die Kommission, habe ich schon gesagt, die Kommission hat, wie ich finde, gut Tempo vorgelegt. Die Umsetzung ist jetzt eigentlich der entscheidende nächste Schritt. Ich glaube, dass es ein gutes Zusammenwirken gibt. Es gibt eine Konzentration auf die relevanten Themen. Und wie gesagt, ich finde so ein Leitmotiv eben hilfreich. Herr Tardieu, Sie haben sehr lange mit Thierry Breton zusammengearbeitet, dem Kommissar. Die deutsch-französische Zusammenarbeit, ist das tatsächlich eine gemeinsame, geht das in dieselbe Richtung? Oder ist das nicht so, dass man immer diese Reden hört von Macron, der sich in die Sorbonne stellt und eine Vision da erzählt und alle finden das erstmal ganz toll und dann guckt man sich das später an und stellt fest, ja, das war zwar eine Vision, aber man hätte vielleicht doch die Brille scharf stellen sollen, weil de facto war es dann doch nicht so schön, weil Frankreich dann eben doch eher so Frankreich first gemacht hat und Deutschland first gemacht hat. Und dann ist das immer so eine gute, tolle Idee, aber de facto, wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, da sind dann die nationalen Interessen dann doch irgendwie wichtiger als das große Ganze. Écoutez, pour vous répondre, je voudrais dire un peu l'expérience que j'ai pu acquérir là-dedans. Elle naît principalement du fait que Atos et Siemens ont travaillé ensemble pendant 5 ans et que tout le programme de R&D de Siemens dans tout ce qui était l'industrie 4.0 a été conçu conjointement. Donc ça m'a conduit à beaucoup participer avec Siemens et dans cette ville en particulier à toutes ces discussions et ce programme qui a représenté 320 millions d'euros, ce qui pour une industrie privée est tout à fait important. Je voudrais vous répondre très pratiquement en disant que, sans penser que je serais à Munich aujourd'hui pour parler de la coopération franco-allemande, on a été sollicité par Le Grand Continent, qui est une revue très visible en France parce qu'elle est faite par des normaliens jeunes et qui ont un peu un côté décapant, et qui nous a demandé de faire un article sur les bases de ce que devait être l'Europe puissance. Et la réponse que nous avons donnée à cette question est un article qui a été publié à la fin de l'année dernière par Boris Otto. Boris est le responsable du Fraunhofer de Dortmund et maintenant de toute la coordination des aspects informatiques dans les Fraunhofer et moi-même. Et l'objectif que nous avons eu dans cet article, c'est de répondre exactement à la question que vous posez. Et alors ? Et alors, la réponse, elle est la suivante. Il y a fondamentalement un désaccord entre les Allemands qui veulent une certaine autonomie stratégique, quels que soient les moyens qu'on peut prendre, et les Français qui veulent une souveraineté numérique. Et cette souveraineté numérique, ça veut dire que les produits dont on se sert doivent avoir été inventés, conçus et utilisés, de préférence en France, mais à tout le moins en Europe. Et donc, cette discussion-là, je l'ai eue avec mon ami Boris Otto, avec lequel on a
construit tous les deux Gaia X, si vous voulez, et elle est née au départ en Allemagne, ça a été évoqué tout à l'heure, avec IDSA, qui est donc cette association qui a réfléchi à comment construire des data spaces, et en France avec cette réflexion sur le cloud. Si on dit simplement quel est le problème que Gaia X essaye de résoudre, il est double. Le premier problème, c'est que nous sommes terriblement dépendants des États-Unis et de la Chine en ce qui concerne l'utilisation du cloud. Quelques chiffres pour expliquer ça. Aujourd'hui, la moyenne de l'utilisation du cloud dans le processing en Europe est de 26%, alors qu'elle est à 50% aux États-Unis, et la France est à 21% et l'Allemagne est à 20%. C'est-à-dire que l'Europe, surtout l'Europe du Sud, ou en tout cas du moins nord que la Suède, est très en retard dans l'utilisation du cloud. Donc le problème qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi l'Europe est-elle en retard? Eh bien l'Europe est en retard parce que les Européens sont préoccupés par trois choses qui bloquent le développement du cloud. La première chose, si nous faisons des investissements, ces investissements auront-ils la garantie de portabilité, c'est-à-dire si on a créé des applications pour Amazon, est-ce qu'on pourra s'en servir sur Microsoft? Aujourd'hui, la réponse est non. Deuxième question, si nous voulons construire un espace de données, par exemple dans la santé, et si Philips veut travailler avec Sanofi, que Philips utilise AWS et que Sanofi utilise Google, est-ce que l'interopérabilité qui permettra l'échange de données quand on n'utilise pas les mêmes fournisseurs de cloud, est-ce que ça sera possible? Troisième sujet, si on a décidé de partager des données, aura-t-on la garantie que ce pourquoi on a décidé de partager sera réellement respecté? Eh bien, ces trois sujets sont les sujets auxquels nous nous sommes attachés à répondre dans Gaia X, mais avec, et vous disiez tout à l'heure qu'on a manqué d'initiatives dans les dernières années, je pense que Gaia X représente une initiative complètement nouvelle, dont je dirais en deux mots que dans la façon dont je l'ai conçue, c'est d'accord pour aller dans la direction que la Commission européenne veut donner et qui s'est traduite par la European Strategy for Data de février 2020, mais absolument aucune dépendance dans la manière de fonctionner vis-à-vis de la Commission européenne ou vis-à-vis des gouvernements français et allemands, ce qui s'est traduit par le fait que quand vous avez décidé ça, la seule manière, c'est de vivre avec des cotisations. Et je suis très heureux de dire qu'après 2 ans à peu près d'existence, nous avons aujourd'hui 343 membres qui nous fournissent simplement avec leurs cotisations un budget de 5,5 millions d'euros qui nous permet de parler d'égal à égal avec la Commission européenne et avec les différents gouvernements, et ce qui a permis ce que nous voulions au départ avec Boris, c'est-à-dire que dans le X de Gaia X, vous avez en bas la partie basse du X, c'est comment faire une infrastructure qui garantisse la portabilité, l'interopérabilité et le contrôle des données, et dans la partie haute, comment construire des espaces de données qui se serviront de cette partie basse pour permettre en Europe des échanges de données dans la santé, dans le manufacturing, dans l'énergie et dans la finance. Et ceci se traduit, et je vais répondre très simplement à votre question, par maintenant une vision réunifiée franco-allemande, à la fois sur la partie basse du X et sur la partie haute du X. La partie haute du X s'est traduite par des projets phares comme Catena X, quelque chose qui était impensable il y a 2 ans, que la plupart des constructeurs européens, qu'ils soient allemands, français, italiens, se retrouvent ensemble pour partager les données industrielles entre eux et avec leurs sous-traitants. Ça, c'est une chose complètement nouvelle. Nous avons été extrêmement fiers de voir arriver dans Catena X Ford Detroit, si vous voulez, ce qui montre que c'est maintenant quelque chose de mondial. Herr Gassel, welche Möglichkeiten haben denn Deutschland und Frankreich, diese technologische Souveränität gemeinsam zu stärken?
Also auch jetzt vielleicht in Ihrer Branche, Halbleiterbranche. Also was gibt es da an Möglichkeiten? Was sehen Sie da? Das ist ja sozusagen der Überbau mehr oder weniger. Aber Sie sind ja sozusagen, ne, an der Front, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, die beiden Dinge, vorhin auch schon angesprochen worden, Dekarbonisierung und Digitalisierung, sind beides ganz wichtige Aufgaben unserer Zeit. Wir müssen dort vorankommen, um das Klimaziel zu erfüllen, ich sag mal, unser Leben zu sichern, wie wir es kennen. Die Digitalisierung hat sehr viele Aspekte. Die Plattform ist eine ganz wichtige. Datenplattformen sind ein wichtiger Teil von Digitalisierung. Aber die basieren am Ende natürlich auf Hardware. Die basieren letztendlich auch auf Mikroelektronik, auf Halbleitern, auf Datenzentren und auf den vernetzten Geräten im Internet der Dinge. Und wir brauchen gemeinsame Vereinbarungen, wie wir zum Beispiel Daten sicher übertragen können, wie wir Daten sicher erfassen können, wie Menschen sich darauf verlassen können, dass Daten, die erhoben werden, nicht gegen ihren Willen verwendet werden können. Da gibt es schon historisch ganz viel Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Das fing schon an mit den Anfängen unserer Mobiltelefonie, wo Standards gemeinsam definiert wurden zum Thema Daten und Datensicherheit. Ich glaube, die deutsch-französische Zusammenarbeit war historisch eine sehr starke und die müssen wir weiter stärken. Ich glaube, was wichtig ist aber, ist, dass das nicht verstanden wird als elitäre Zusammenarbeit, sondern als Zusammenarbeit, die andere inkludiert. Also es ist wichtig, dass Länder, die dort Stärken haben, Fähigkeiten haben, zusammengehen und sagen, lass uns gemeinsam darüber reden, wie die Richtung aussehen kann. Sehr pragmatisch und hoffentlich schnell Lösungen finden, die sagen, so machen wir es, bei allen nationalen Interessen, ihre nationalen Interessen dem gemeinsamen europäischen Interessen unterordnen und vorangehen, aber eben inklusiv. Das heißt, einladen, mitzugehen, um zu verhindern, dass ich sag mal, Gegenströmungen entstehen können, ja, um zu verhindern, dass dann andere sagen, ja, wenn die zwei das so machen, machen wir das eben ganz bewusst anders. Es muss so schon sein, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis für uns, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir müssen schnell vorankommen. Wir müssen uns deswegen sehr schnell auf Gemeinsamkeiten einigen und müssen diese dann auch voranbringen. Und ja, die Staaten, die jetzt historisch schon gut zusammengearbeitet haben, die Fähigkeiten besitzen, sollten auch weiter vorangehen, aber eben inklusiv. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Wie kann denn eigentlich weil wir über Wertschöpfungsketten auch schon geredet haben und dass das eben so problematisch ist in der jetzigen Zeit, wie kann denn die Halbleiter-Wertschöpfungskette in Europa gestärkt werden? Geht das überhaupt? Ja, das geht ganz unbedingt. Das sieht man ja. Also die ersten Wirkungen aus dem European Chips Act zeichnen sich ja schon ab. Ich habe vorhin schon von Important Projects of Common European Interest gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz erfolgreiches Instrument. Es hat die erste Phase schon gegeben. Wir haben damit Ansiedlungen geschaffen. Wir müssen das weiter tun. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wenn wir von Wertschöpfungsketten sprechen, wir es insgesamt sehen. Wir müssen von den Rohstoffen angefangen über die Entwicklung und Produktion sehen. Und dann müssen natürlich die entsprechenden Fördermittel auch bereitgestellt werden, um hier ein Level Playing Field zu schaffen, was immer wieder sehr wichtig ist. Was uns durchaus auch innereuropäisch immer mal wieder vor Herausforderungen stellt. Dann gibt es immer Fragen der Wettbewerbsbehörden, der Wettbewerbskommission, was man da tun kann, ohne Wettbewerb zu verzerren. Also ich glaube, da muss man einen richtigen Rahmen schaffen, um zu sagen, und der ist mit IPCEI vorgezeichnet. Ich glaube, wenn man das IPCEI gut nutzt, dann werden wir hier für neue Technologien offen sein. Die neueste Definition ist auch eine sehr gute, weil sie eben nicht State of the Art sagt, sondern First of a Kind. Und First of a Kind ist eben, wir wollen Alleinstellungsmerkmale herausheben, dort, wo wir eben neue Technologien ergreifen können und uns nicht so sehr fokussieren auf einzelne. Das ist eine sehr offene Definition. Also für mich ein sehr gutes Beispiel, wie man Rahmenbedingungen setzen kann, die dann erlauben, auf die Dinge, wo man Stärken erkennt, voranzugehen und auf den Aspekt Souveränität versus Autonomie eingehen, eben genau souverän zu sein in den Stärken, in denen man ist, ohne dem Versuch zu erliegen, alles perfekt zu können. Denn Autonomie würde ja bedeuten, ich kann mich unabhängig machen und mittelmäßig sein, oder ich kann mich
in die Kooperation begeben und sehr stark sein, führend sein. Und zwar in den Elementen, in denen wir dann die Souveränität erlangen. First of a kind, das bringt mich zu Ihnen. Disruptive Innovationen, die sind ja im Prinzip zentral, oder? Auf dem Weg zu europäischer digitaler Souveränität. Absolument. Je vais vous prendre 3 exemples qui montrent, et je reprends les mots de Thomas Hoffmann, on est très bon dans les stratégies, on n'est vraiment pas très bon, c'est un président d'université, donc il doit être diplomatiquement correct, je vais l'être moins, on est très mauvais dans l'exécution. Je vais donner 3 exemples. Sur le digital, la préparation des pandémies. Nous avons vécu quelque chose qui va nous coûter entre 8 000 et 10 000 milliards de dollars. On aurait pu, avec probablement 20 ou 30 milliards, le préparer. Bon, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vois assez peu de programmes extrêmement précis pour utiliser les données. Et là, justement, la portabilité pourrait être intéressante parce que s'il y a vraiment des données les plus sensibles, c'est bien les données de santé. Je ne vois pas beaucoup de mise en œuvre. Je vois par contre que le 12 mai, Biden organise un sommet où justement le sujet des data dans la santé va être central. La deuxième chose, dans le discours de la Sorbonne du président de la République, il y a eu une chose qu'on a été, parmi d'autres, à souffler. Après, c'est son idée, c'est de créer une agence d'innovation de rupture européenne. Qu'est-ce qu'on a ? Depuis 2018, on a une agence allemande dont le patron est très méritant parce qu'il lutte contre la bureaucratie allemande, Sprinde, qui vivote, qui n'a toujours pas les moyens réellement de faire. Ça fait 4 ans. Et en France, on a créé un conseil de l'innovation qui n'a aucun impact, mais nul. Et après, on entend les politiques qui nous disent « Wir werden den Schulterschluss zu Frankreich bilden ». Je ne peux plus entendre ce mot, parce que ça veut dire qu'en fait, on a créé 2 stratégies nationales, et une fois qu'il y a 2 patrons, une fois qu'il y a 2 stratégies nationales, dans l'IA, dans la cyber, dans l'hydrogène, dans l'innovation de rupture, ça va être très compliqué. On va créer une agence faîtière pour gérer le tout avec la lenteur, etc. Donc, il y a véritablement un sujet aujourd'hui d'exécution, avec un 3e risque, et je trouve que ce qu'a dit Hubert est très intéressant, c'est le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est de donner une vision, c'est de donner un cap. On l'attend quand même un peu, parce que s'il n'y a pas de vision, on a ce phénomène populiste, et on l'a bien vu en France, qu'il y a de plus en plus de jeunes générations qui voient que la politique n'a pas d'impact, on le voit clairement sur le climat. Mais il faut aussi permettre des 3e voies. Quand j'entends que Gaia X est obligé de vivre avec des cotisations, c'est très bien. Nous, on est financé essentiellement par des grandes fondations, des françaises, des allemandes, des européennes, mais c'est quand même assez incroyable qu'on ait d'un côté le régalien et de l'autre côté le privé, parce qu'en plus le privé, quand vous allez dans les bureaucraties françaises, allemandes ou bruxelloises, est toujours vu avec un petit peu de méfiance. Est-ce que vous poussez vos intérêts particuliers ? 4e chose, et je rejoins M. Danfinéon, aujourd'hui on a des modes. Aujourd'hui la mode c'est les startups, tout va être révolutionnaire avec les startups. Alors qu'il y a des équipes, et ce n'est pas pour vous flatter monsieur, qui sont exceptionnelles dans les équipes, dans l'industrie, qui sont exceptionnelles dans le monde de la recherche. Et ce qu'il nous faut en Europe, c'est casser ces barrières où on dit on va avoir des programmes start-up, des programmes industrie. Mais non, les innovations de rupture, elles vont venir justement de ce lien. Et dernier point qui, moi, est ma grande inquiétude, c'est attention à nos valeurs. On a presque un tout petit sentiment de supériorité en disant nos valeurs humaines, human-centric. Oui, mais d'autres sont en train de nous les piquer. 99% des panneaux solaires sont aujourd'hui créés en Chine. Le verre a été inventé dans ce pays. Et aujourd'hui, on finance l'industrie chinoise. Facebook, même Facebook, en tout cas Google et Apple, surfent la vague de la vie privée. Regardez comme Apple a notamment mis en avant, vous savez, le fait qu'ils ne donneraient même pas au FBI des données personnelles. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus philanthropes, mais c'est parce qu'ils ont compris que la vie privée est un sujet commercial important pour leurs clients. Donc même nos valeurs aujourd'hui, c'est comme des politiques en ce moment, je n'ai aucune référence à ce qui se passe en France, sont très très bons à piquer les parties du programme des uns et des autres. Donc demain, on risque en plus d'être, si on ne met pas en œuvre nos valeurs dans des produits, dans des champions nationaux, on va avoir d'autres qui vont devenir les champions de la vie privée, de la santé, et on voit la même chose dans l'espace, dans les semi-conducteurs, etc. Ich würde ganz gerne, Herr Tardieu, auf diesen politischen Aspekt nochmal mit Ihnen zurückkommen. Welche Unterschiede sehen Sie denn da hinsichtlich der deutschen und der französischen Strategien und Denkweisen? Weil das ist ja schon ein Unterschied. Also man hat gesehen, als Macron gewählt wurde, dann ging es sofort los mit der Start-up Nation.
also F, Station F, etc. Qui est à 95% masculine parisienne. J'en suis un bon représentatif. Donc aujourd'hui, la Startup Nation, c'est vraiment ultra élitiste. C'est très bien, hein, c'est positif. Mais ce n'est pas du tout notre monde. Pardon. Während man in Deutschland ja noch von der Digitalisierung, schnelles Internet an jeder Milchkanne ist irrelevant, spricht, obwohl man jetzt ja immerhin ein Ministerium, ein Verkehrsministerium mit einem angeschlossenen Digitalministerium neu gegründet hat. Man hätte auch ein eigenes Digitalministerium machen können, hat man aber nicht getan. Aber jetzt ist es, also sehen Sie da große Unterschiede, die auch wieder hindern eine gemeinsame Sichtweise, eine gemeinsame Zusammenarbeit, eine smoothe Zusammenarbeit? Alors, ce que je voudrais vous répondre, et en reprenant ce que disait André, il y a quelque chose qui s'est passé que personne ne pouvait imaginer, c'est qu'à l'occasion du plan de relance, de ce qu'on a appelé le RFF, la Commission européenne s'est vue pomper beaucoup de ses financements pour alimenter les 750 milliards qui sont ceux du plan de relance. Et vous savez sûrement que dans les 750 milliards, 20% sont fléchés vers le numérique, comme 35% sont fléchés vers le green. Et le paradoxe absolu auquel on a abouti est le suivant. La Commission européenne s'est retrouvée avec beaucoup moins de moyens et n'avait plus que comme seule option que de donner des directives à long terme. Par exemple, dans notre domaine, que 75% des entreprises européennes en 2030 utilisent le cloud et utilisent l'intelligence artificielle, qu'il y ait 10 000 edge cloud avec des bonnes caractéristiques au point de vue énergétique, etc. Et donc, paradoxe absolu, on se retrouve aujourd'hui avec de l'argent qui est dans les poches des États, qui n'est plus dans les poches de la Commission. Et pour moi, qui ai un petit peu d'heure de vol sur le sujet, je suis enfin arrivé à ce que j'aurais jamais pu rêver, c'est-à-dire qu'un projet comme Gaia-X, que la Commission européenne appelle la voie de l'industrie, peut arriver à réunir des industriels, des start-up, des utilisateurs sur un certain nombre de sujets et trouver des moyens communs pour réfléchir et pour répondre à un certain nombre de choses. Si on prend le domaine de la santé que vous citiez, aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose d'absolument passionnant. C'est que, contrairement à ce que vous disiez, une initiative comme Mon Espace Santé en France profite immensément des problèmes qu'il y a eu parce qu'on n'était pas préparé et qu'on va avoir, de mon point de vue, dans les 2 ans qui viennent, la plupart des Français partageant leurs données avec les différents professionnels de santé, toute chose qui était inimaginable il y a ne serait-ce que 2 ans. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, j'ai eu le privilège d'être le seul non-allemand invité à l'évaluation stratégique du Fraunhofer de Dortmund, si vous voulez, qui s'est passé en novembre dernier. Et pendant 3 jours, on a parlé de ce vers quoi il fallait aller et quels étaient les problèmes qui se posaient. Et je dirais, et ce n'est pas, je crois, un secret d'État, mais vu de la France, l'Allemagne est toujours considérée et jalousée comme ce qu'on devrait pouvoir, je dirais, on devrait faire aussi bien que l'Allemagne. Et quand on parle en Allemagne, dans des contextes comme celui-là, avec des professeurs allemands, des industriels allemands, j'ai eu la surprise d'entendre qu'en Allemagne, vous vous considérez comme très en retard en matière de numérisation. Et la blague qui était utilisée et que je ne connaissais pas, c'est que quand vous envoyez d'un hôpital vers les centres de santé les nombres de personnes atteintes par le Covid, ça se faisait par fax. Alors tout le monde en rigolait, mais la raison, c'est que c'est ça. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, une des choses les plus frappantes, si l'Europe a dit qu'il fallait que 20% du plan de relance aille à la numérisation, en Allemagne, c'est 45% de ce que vous avez reçu qui a été mis sur la numérisation. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui ne peut pas se discuter entre représentants gouvernementaux, mais qui est tout à fait
peut-être discuter dans une association comme Gaia-X. Et donc ça, je crois qu'il ne faut pas laisser à l'État le soin de décider dans quelle direction on va, autrement que pour donner des objectifs à 10 ans, comme ça a été très bien fait dans le cadre du compas, ce qu'on appelle la boussole numérique, le Digital Compass, parce que là, ça permet aux industriels, aux utilisateurs, de calibrer leur effort par rapport à ces objectifs. Et je pense qu'on se retrouve avec André, parce que vous l'avez expliqué à plusieurs fois, des appels d'offres incessants qui font que nos chercheurs passent la moitié de leur temps à répondre à des appels d'offres et pas à faire de la recherche. Tout ça, c'est extrêmement nocif, mais cet aspect des choses n'est pas vu de la même façon en France et en Allemagne, et je pense qu'avec Gaia-X, nous ouvrons une réflexion sur la manière dont ça devrait se passer, donc d'autres pourraient se servir, et nous proposons, par exemple, avec Boris Otto, de réappliquer le même dispositif vis-à-vis de l'intelligence artificielle, pour laquelle actuellement c'est dispute sur dispute entre les chercheurs et les industriels. Les chercheurs sont dans un monde qui n'est pas réaliste, les industriels sont en retard en Europe sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a un certain nombre de blocages qui font qu'ils ne veulent pas partager leurs données tant qu'un certain nombre de garanties ne leur seront pas données. Donc on peut dire très simplement que quelque part, Gaia-X, c'est le premier étage de la fusée, et le deuxième étage de la fusée, ça sera le machine learning. Mais tant que le premier étage n'a pas fonctionné, ce n'est pas la peine de lancer le deuxième. Wie sehen Sie das? Ist das so mit der Rakete? Das verbrennt ja dann unten, das ist vielleicht nicht so gut. Alors, Hubert est exceptionnel parce qu'il est beaucoup mieux à faire le pitch de Gaia-X que moi de Jedi, donc je vais quand même faire 10 secondes là-dessus. Je suis convaincu, comme lui, qu'il faut trouver un petit peu une troisième voie. Il y a de plus en plus de gens dans la société, des patrons d'entreprise, évidemment, des jeunes générations, etc., qui veulent avoir de l'impact, et de l'impact sociétal. Et donc je crois qu'il y a à créer des entités, vous êtes association, nous on est fondation, qui s'engagent pour l'intérêt général, mais qui n'ont pas les contraintes bureaucratiques. Très franchement, vous savez, moi j'ai eu une discussion assez longue avec plusieurs, les 4 anciens patrons de la DARPA nous sont assez connus, qui nous disaient si on recrée aujourd'hui cette agence qui a été créée quand Sputnik a été lancé par les Russes, par les Soviétiques, et qui a créé un choc pour les Américains, les termes de référence, on en rêverait en Europe, tenaient en une lettre enfin une lettre A4. Aujourd'hui, c'est juste impossible de faire ça. Il disait si on essaie de recréer ça même aux États-Unis, ça serait impossible, ça serait tué par l'administration. Donc je pense, un peu comme disait Machiavel à l'époque, n'essayez pas de changer le système, créez quelque chose à côté, et à la fois vous allez avoir de l'impact, mais en plus vous allez mettre un petit peu de pression positive sur les structures existantes. Mais pour ça, et là c'est un problème de pouvoir, très clairement, aujourd'hui, les administrations, que ce soit nationales, à Berlin, à Paris ou à Bruxelles et dans d'autres pays européens, ne savent pas attribuer des fonds à des gens qui vont les gérer pour eux. Ils ne savent pas faire. Ils financent des projets, mais ils ne savent pas financer des entités comme nous. C'est pour ça que vous êtes obligés de faire appel à vos cotisants. Donc ça, c'est l'appel que je lance. C'est que si véritablement vous êtes un politique éclairé du XXIe siècle, il faut savoir faire ça. Parce que sinon, c'est Bill Gates avec Breakthrough Energy, c'est Elon Musk et d'autres qui vont shaper, à nouveau en bon français, le monde de demain. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le faire. Et la deuxième chose, le petit point de désaccord quand même que j'ai avec Hubert, c'est que je crois beaucoup à ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir les semi-conducteurs d'un côté, le cloud de l'autre, la biologie synthétique. Aujourd'hui, les ruptures, les fameuses disruptive innovation, vont venir justement de l'intersection des startups, des industriels et des scientifiques. Ça, vous l'avez bien dit, mais aussi des différentes disciplines. Et ça, on n'est pas très bon à le faire. Et quand on le fait, c'est passionnant parce que vous avez des pontes de l'IA. Vous parliez de l'IA. Quand vous mettez un Bernard Schellkopf, qui est un peu la star en Allemagne, une des stars en Allemagne de l'IA, avec un Fabian Theis qui est ici à Munich sur la biologie synthétique, avec l'ancien patron du CEA qui a fait la simulation nucléaire française et une biologiste néerlandaise. C'était notre comité scientifique de notre premier challenge sur le Covid.
tous ces gens sont des luminaries, sont des pontes, mais en fait, ils n'ont pas forcément l'habitude de parler avec des gens, et c'est là où les ruptures arrivent. Et c'est là où les Américains sont très forts. Et c'est ça qu'il faut que nous, on arrive à faire aussi en Europe, parce que les talents sont là. Je rappelle quand même que le patron de l'IA de Facebook est un Français. Celui qui a gagné le Mobility Grand Challenge de la DARPA, c'est un Allemand. Que le premier Chief Scientist de SpaceX, c'est un Allemand aussi. Mais pourquoi ces gens sont dans la Silicon Valley ou au Canada? C'est parce qu'ici, les contraintes font qu'effectivement, aujourd'hui, un bon chercheur en France passe 40% de son temps, en moyenne. Et un Nobel, on en a une demi-douzaine chez Jedi, ils passent environ 20% de leur temps à répondre à des appels. Mais c'est ridicule, quoi. C'est absolument ridicule. Ça serait quelque chose de très concret. Dernière chose sur le franco-allemand. Moi, j'ai un rêve, c'est que, quand je vous disais des old style, pardonnez-moi, ça va être un petit peu direct, mais c'est plutôt pour essayer de changer les choses. Rappelez-vous, moi je suis un pur produit du traité franco-allemand de 63. Ce qu'avait fait De Gaulle, je ne suis pas non plus un gaulien particulier, mais il n'était pas allé à Berlin. Parce que tout le monde sait, et ce n'est pas pour flatter les munichois de la salle, tout le monde sait que l'Allemagne, ce n'est pas Berlin. Et c'est de moins en moins Berlin. Eh bien, il est allé à Ludwigsburg, à Stuttgart, à Cologne. Il a fait la moitié de ses discours en allemand. Aller à Berlin, voir des ministères et penser que c'est la parole de l'Allemagne, Sie wissen das alles, das ist absolut nicht der Fall. Ich spreche jetzt von der ehemaligen Regierung. Altmaier konnte sagen, was der will. Was dann in Stuttgart, München und Köln passiert, war ganz anders. Aber jetzt haben wir ja Habeck. Jetzt haben wir ja Habeck, alles ist jetzt gut. Herr Gassel guckt so ein bisschen. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut aussi que les Français comprennent l'Allemagne du XXIe siècle. Et aujourd'hui, je crains que, ça se compte sur les doigts d'une main, les gens qui à Paris comprennent l'Allemagne. D'où ces conflits, d'où ces ponts nécessaires. Et c'est peut-être aussi le rôle, et moi je trouve, c'est pour ça que quand Cosima m'a invité, j'ai tout de suite dit oui, parce que je pense que des initiatives comme les vôtres, entre IMT et la TUM, c'est des choses qu'il faudrait soutenir. Donc il faut que l'État donne un cap, autre petite correction, et ce cap doit être revu tous les 3 mois. Parce qu'on est dans un monde où, justement, c'est comme du ball-trap, la cible change très vite. Donc les plans européens à 7 ans, où on nous dit « Ah ben maintenant on a notre plan 21-27 », c'est le MFF actuel, ouais, c'est pas dans le plan, attendons le prochain plan pour le changer. Non, il faut changer cette méthode de faire. Mais là, ça ne viendra pas des administrations, parce qu'elles sont habituées à le faire. C'est là où il faut du courage politique. Donc j'espère qu'à Berlin, et c'est pour ça, dernière chose sur Jedi, pour faire mon petit pitch, on a démarré en franco-allemand, mais aujourd'hui, on pense que ce qui est trop franco-allemand, je vais un petit peu contre notre paroisse à tout, crée très vite de la tension à Tallinn, à Stockholm, à Zagreb et à Madrid. Donc il faut très très vite savoir aussi créer des structures décentralisées, parce que tout ce qui est vertical, suivez mon regard, est trop lent et toujours en retard d'une guerre. Donc il faut savoir. Et donc ça, moi je pense que c'est un vrai projet politique européen. Et franchement, merci Poutine, quelque part, de nous donner cette occasion. Je ne comprends pas que sur le changement climatique, il y a tellement de liens, et Neugebauer le disait à la fin, je veux dire, je ne comprends pas qu'en 3, 6, 12 mois, on n'arrive pas à faire. Et on est parti, j'entendais Mme van der Leyen dire « Oui, je vais proposer au prochain State of the Union en septembre, et on fera un bilan en 2025 ». We don't have time anymore. Et en plus, la science et la technologie nous montrent qu'on peut aller beaucoup plus vite. Comment ça se fait que sur la fusion nucléaire, c'est les Américains qui sont en train d'avoir rupture technologique sur rupture technologique? Eh bien, en France, on va investir dans 50 réacteurs de l'ancienne génération. Mais c'est du délire financier, technologique et politique, parce que je pense qu'on ne va pas être suivi par beaucoup de pays européens là-dessus. Donc c'est un projet positif, mais je pense qu'il faut changer beaucoup de choses.
Herr Gassel, jetzt haben wir sehr viel Politik-Bashing gehört. Nicht Recht, Bashing, aber Call for Action. Ja, Call for Action. Wie sehen Sie das denn jetzt? Sie müssen ja nicht mehr pitchen Infineon. Infineon kennt man hinlänglich. Fühlen Sie sich zu stark reglementiert oder muss man das weiter aufmachen? Oder wie ist da so Ihre Erfahrung? Lassen Sie mich ganz kurz auf das Thema Digitalisierung und eingehen, weil ja, wir sind nicht Spitzenreiter bei Digitalisierung, sondern das Gegenteil davon. Europa ist die langsamste Region, wenn es um Digitalisierung geht, auf diesem Planeten. Asien ist viel schneller. Und woran liegt das? Amerika ist auch viel schneller. Das ist, glaube ich, eine Kombination aus vielen Dingen. Die eine ist die allgemeine Angst der Bevölkerung vor Veränderung. Wird gerne auch wieder wiederholt. Also alles Neue ist erstmal schwierig. Alles Neue birgt Risiken, alles Neue birgt Gefahren. Ich glaube, wir müssen die Menschen daran finden, zu sagen, das Neue ist Schlüssel, das Neue ist Lösung. Nimm es auf, beschäftige dich damit. Wir haben dann auch tatsächlich durch Meinungsbildner Politik vorgelebt, dass man es ignorieren möchte und ignorieren kann. Wir haben einfach viel zu wenig getan. Wir haben zugeschaut, wie digitale Plattformen, wie Datenaustausch in anderen Regionen möglich ist. Ja, wir haben ein, wie ich finde, sehr gutes Bewusstsein zum Thema Datenschutz. Das ist gut. Aber wenn es dazu führt, dass ich Daten sammeln, Daten austauschen, Daten auswerten verhindere, dann ist es nicht gut. Wir müssen also unseren Datenschutz kombinieren mit der Freude an Datensammeln und dem Datenaustausch. Und nur ein Punkt, Pandemie. Ich glaube, wir alle haben gelernt, welcher Wert in Digitalisierung steckt. Wie hätten wir denn arbeiten und leben wollen? Wie hätten wir Kontakt mit Freunden und Familie gehalten in 2020, wenn es keine digitalen Schnittstellen, digitalen Plattformen, digitalen Medien gegeben hätte? Und diese Energie, das müssen wir nutzen. Also ich möchte aufhören mit dem Blick zurück und sagen, oh, ist alles schlimm? Ja, wir haben ganz viel falsch gemacht. Wir haben zum Beispiel auch die Mikroelektronik vernachlässigt, Klammer zu. Wir müssen aufhören, zurückzugucken und müssen nach vorne gucken und sagen, was müssen wir denn jetzt tun, damit es schneller geht. Und ich finde dieses Beispiel, was jetzt gerade mit der Gasversorgung oder auch der Öl- und Kohleversorgung in Europa passiert, ein sehr schönes, weil es zeigt, wenn wir uns wirklich fokussieren, dann können wir auch schnell sein. Wir müssen uns aber wirklich fokussieren. Und wir müssen dazu die Situation erkennen, dass wir bei Digitalisierung, bei Daten, bei Mikroelektronik, bei allem, was da dazugehört, bei digitalen Plattformen, ganz, ganz hinten sind. Nicht ganz vorne, sondern ganz, ganz hinten sind. Wir haben ganz, ganz viel aufzuholen. Das heißt, der Fokus muss darauf sein, wie können wir das schnell erzeugen? Wie können wir Rahmenbedingungen schaffen? Wie können wir Infrastruktur schaffen? Und wir müssen die Mittel, die wir haben, gemeinsam und fokussiert einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel für uns, um voranzukommen. Und die Regulierung können wir nutzen. Innerhalb derer können wir uns bewegen. Das haben wir ja gerade gesehen. Also immer wieder zu sagen, es geht nicht, weil. Und da sind wieder irgendwelche Gesetze, da ist wieder irgendwas im Weg. Ja, ist so. Dann müssen wir jetzt eben schauen, was wollen wir erreichen und wie machen wir das in den Rahmenbedingungen, die wir haben. Wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir neue Gesetze schreiben, dann sind wir wieder 3 Jahre weiter. Es ist, glaube ich, nicht hilfreich, sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, wir haben ein Rahmenwerk, dieses Rahmenwerk nutzen wir. Wenn der gesellschaftliche Konsens, der politische Konsens besteht, etwas zu tun, dann ist das in den Rahmenbedingungen möglich. Das glaube ich fest. Und da, wo es nicht ist, da streiten wir dann darüber. Also das Bewusstsein ist auf jeden Fall da, denke ich, und das Momentum ist auch da. Also insofern gehen wir mal positiv aus dieser Diskussion heraus. Und jetzt würde ich, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, gerne das öffnen, das Podium. Es gibt schon eine Wortmeldung, aber vielleicht nicht nur eine, da hinten gibt es noch eine. Wir fangen mal vielleicht mit Ihnen vorne an, wenn Sie sich kurz vorstellen. Und auch an wen Sie die Frage richten, oder Sie sagen an alle 3, an mich bitte nicht. Also an die 3 Herren. Ja, vielen Dank. Ann-Kathrin Riedel, mein Name. Ich bin von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ich habe eine Frage in Anbetracht auch gerade des G7-Digitalministertreffen, das aktuell stattfindet, und dem Titel des Panels An Interconnected World. Würde ich von Ihnen gerne wissen, wie und wo Sie die Verantwortung der Europäischen Union, aber auch liberaler Demokratien allgemein
sehen in der Zusammenarbeit mit dem globalen Süden, um die digitale Souveränität aller zu sichern, gerade auch in Anbetracht des digitalen Autoritarismus, vorangetrieben von China und auch Russland. Vielen Dank. An wen? An alle An alle, drei? gerne. Alle drei? Wer möchte anfangen? Herr Gassel vielleicht? Oder Ja, vielleicht ganz nicht so ja, lange ich versuche es antworten, möglichst kurz, waren ja auch zwei. anzufassen. Ich glaube, es ist sehr vermessen, als Europäer jetzt über die digitale Souveränität in anderen Weltregionen reden zu wollen. Ich glaube, wir konzentrieren uns gerade auf digitale Souveränität in Europa. Das ist, glaube ich, wichtig, die zunächst mal zu erzeugen, denn die haben wir nicht. Wir sind weit weg davon. Und ich glaube, damit sind wir erstmal herausgefordert. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, bin ich ganz sicher, dass ich sie richtig verstanden habe. Natürlich, glaube ich, ist es dann wiederum auch eine Frage, weil digitale Vernetzung endet nicht an irgendwelchen Ländergrenzen, die endet nicht an räumlichen Grenzen, sondern ist eben genau ihr Zeichen, dass sie sehr schnell große Distanzen überwindet. Dann zu fragen, wie geht eine digitale Zusammenarbeit, auch auf globaler Ebene. Also was wir gerade versuchen, europäisch zu organisieren, müssen wir auch global organisieren. Aber ich würde sehr dafür plädieren, dass wir uns momentan beim Thema digitale Souveränität auf Europa konzentrieren. Vielen Dank. Dann vielleicht Herr Tadieu. Wollen Sie kurz noch ergänzen? Sonst würde ich Herrn Lusco-Pietri bitten. Oui. Je voudrais répondre avec une anecdote simplement. Quand on regarde sur Wikipédia, souveraineté numérique, ça existe en français, mais en anglais, on ne parle que de souveraineté des données. Et c'est très illustratif pour moi par rapport à la question que vous avez posée. Le fait que les outils aient une nationalité, quand on passe dans le monde anglo-saxon, ça n'a aucun sens. Alors que le fait que les données aient une nationalité, une souveraineté, a du sens dans le monde anglo-saxon. Et donc, par rapport à tout ça, je crois qu'il y a un aspect culturel des questions dont nous parlons qui est absolument manifeste. Et vous parlez du Sud, bien sûr, mais quand vous allez en Chine ou quand vous allez dans d'autres pays, ces questions-là ont des réponses totalement différentes. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, nous croyons à nos valeurs européennes, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les imposer à l'ensemble du monde. Merci. Peut-être une vue un tout petit peu différente. Deux choses très concrètes. Un, le sujet de la science et de la technologie, je crois que la pandémie l'a montré, est au cœur de nos sociétés. Ce n'est plus juste un problème économique, c'est un problème. C'est comme ça que les opinions se forment, c'est comme ça que les systèmes démocratiques, c'est quand même, juste petite anecdote également, Thierry Breton rencontre Elon Musk qui dit qu'il soutient le DSA hier. Ce matin, on apprend qu'Elon Musk réautorisera Trump sur Twitter. A Geopolitical Commission. Mais ça, c'est la petite anecdote. Et donc, je pense que si on veut éviter ce qui est en train de se passer, par exemple, en Afrique, avec les plateformes technologiques chinoises, comme il n'y a pas vraiment d'alternative, le gouvernement de Kigali, alors ce n'est pas forcément les plus démocratiques non plus, permet aujourd'hui à Tencent de tester sa reconnaissance faciale, etc. Donc, il s'agit non pas d'imposer les valeurs, mais si on veut éviter que certains se rendent compte dans 10 ans que tous leurs face recognition sont captés quelque part dans un serveur, on n'a pas besoin d'être dans la réglementation, on doit nous proposer des alternatives dont ils sont souverains. Et la deuxième chose, c'est le point avec la géopolitique, c'est qu'on a 3 objectifs de cette commission, le green, le digital et si on veut avoir une voix dans le monde, parce qu'on croit en nos valeurs, non pas les imposer, mais on croit les imposer, le sujet technologique est absolument clé. Donc si effectivement... Et la bonne nouvelle, moi c'est pour ça que je suis passionné par le sujet, c'est que es ist nicht, wir sollten nicht über Aufholen sprechen. Parce que la course, on ne va jamais créer un Google européen ou un AWS européen. Par contre, le futur du cloud, c'est peut-être pas les hyperscalers. Le futur des semi-conducteurs, c'est peut-être pas TSMC. Il faut inventer le coup d'après. Zoom n'existait pas il y a 6 ans, TikTok n'existait pas il y a 7 ans, Tesla n'existait pas il y a 10 ans. Tesla vaut aujourd'hui 2 fois tous les constructeurs mondiaux réunis, dont celui de cette belle ville. Donc c'est possible de
et je pense que c'est aussi un projet intéressant pour les Africains, pour prendre cet exemple, mais pour le Global South en général, qui a toujours un peu l'impression de courir après le développement du monde. C'est une opportunité pour eux, la technologie, de rebattre les cartes et de mettre leurs propres valeurs là-dedans. Et à nous de leur donner les infrastructures, à eux de les saisir. Je pense que c'est une approche. Vielen Dank. Da hinten war, glaube ich, auch noch eine Frage. Dann haben wir noch eine. Christian Jefferl, ich bin Professor für Recht, Wissenschaft und Technik hier an der TUM. Danke den 3 Rednern für wirklich sehr interessante Statements und würde gerne die Frage von wertgebundener Technologieentwicklung aufwerfen. Das haben Sie ja alle 3 erwähnt. Da würde ich gerne nochmal die Frage an Sie richten, was scheint Ihnen denn jetzt konkret besonders wichtig im Hinblick auf die Verwirklichung von Werten? Und auch Herr Lysekrug-Pietri hatte da angesprochen, die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit. Was haben Sie in Ihren Organisationen gelernt, wie eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen zum Beispiel Technik und auch Sozialwissenschaften besonders gut funktionieren kann? Vielleicht ganz kurz zum zweiten Teil. Je crois que c'était, je ne sais plus si c'était Hoffman, et en tout cas c'était vous, M. Gassler, qui disait qu'il y a de plus en plus une distance avec la société. On l'a vu avec les vaccins, on l'avait vu sur la 5G. Là aussi, je pense que c'est le rôle du politique, d'expliquer. Déjà de comprendre. Il y a un ministre français que je ne citerai pas qui me disait un jour « Ah oui, l'IA, c'est très important, mais je voudrais aussi vous parler du machine learning. » Voilà. Donc, il y a aussi, et ça, c'est notre responsabilité à tous de s'assurer que nos dirigeants, dans un monde qui accélère, ne connaissent pas tout comme les semi-conducteurs comme vous ou le cloud comme vous. D'ailleurs, vous avez été super pédagogue, Hubert, c'est pas pour vous flatter, mais pas un sujet facile. Donc là, il y a ce sujet-là. La deuxième chose sur l'interdisciplinarité, c'est qu'en fait, la plupart des scientifiques et des technologues, ils adorent, parce qu'en fait, c'est des langues différentes. Et on sent bien aujourd'hui que c'est à l'intersection. Mais il faut provoquer. Donc, un exemple, je vais te donner des exemples français, parce que c'est là où je vis. Le Conseil national de l'industrie, la filière automobile, la filière électronique, la filière robotique. Mais, chers amis, le robot de demain, il va être à l'intersection des trucs. Et c'est très difficile pour nos gouvernements, mais aussi pour les grandes organisations, de penser en transversal. Le matriciel, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus sympa d'être dans un conseil d'administration où il y a 10 hommes blancs de 50 ans, parce qu'ils parlent la même langue, que de la diversité. La diversité, ce n'est pas juste une question de quota, c'est plus compliqué. Les gens qui disent que la diversité, c'est facile, ce n'est pas vrai, parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans nos zones de confort. Mais la créativité qu'il en sort, et là aussi, le projet européen, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, cette diversité, elle est vue plutôt comme bloquante, ou le consensus mou, plutôt qu'une diversité qui est probablement beaucoup mieux à même de comprendre le monde de demain. Troisième et dernière réponse sur l'aspect value-based technologies. Je vais vous donner 3 exemples sur lesquels nous, on travaille, des challenges. On veut développer de la reconnaissance faciale sans base de données centralisée. C'est-à-dire, la reconnaissance faciale, c'est pas que mauvais. Ça permet de créer de l'identification forte, et le vol d'identité va être quelque chose qui va toucher notamment les classes les moins favorisées de la population. D'un côté, on ne veut pas avoir une base de données centralisée. Ben, tenez-vous bien, tout le monde en parle, on a reçu 0 financement étatique, donc c'est des fondations qui financent ça. Les deepfakes, tout le monde en parle. Le président de la République en parlait il y a 2 ans lors de la conférence de sécurité de Munich ici. Il a fait 5 minutes là-dessus, réellement 5 minutes. Il y a un prof ici, professeur Nissner, qui en parle, qui a briefé l'ancien gouvernement, Mme Merkel, à Meseberg, il y a 1 an et demi là-dessus. On en parle, 0 argent. Vous savez qui c'est qui investit dans les deepfakes, donc les fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle? Facebook a un programme de 10 millions de dollars là-dessus. Donc demain, Facebook va peut-être être celui qui va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'une bonne vidéo et une fausse vidéo. Donc il faut arrêter de parler de choses et finalement que l'exécution ne suive pas. Troisième chose, les algorithmes. On s'émeut des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour créer les réseaux sociaux de demain où il n'y aura pas ce reinforcement mechanism qui est à la base? Donc c'est des projets de recherche passionnants. C'est des projets où on peut changer la donne. Donc ça, je pense que c'est le rôle de la société civile. Donc si ça vous intéresse, monsieur et d'autres,
participez à nos groupes de travail, soutenez-nous. S'il y a des fondations dans la salle ou des ministres éminents qui ont un petit budget, on est tout à fait prêt à financer là-dessus, parce que je pense que c'est comme ça que l'Europe peut avoir un impact sur demain. Mais aujourd'hui, on est un peu dans le discours, et ça fait très chic de parler de deepfake, mais à la fin, on ne fait rien. Also der Werbeblock klappt schon mal sehr gut. Der Werbeblock klappt schon mal sehr gut. Super. Es muss nur noch das Geld kommen, vielleicht von Infineon. Nein. Ich will nur eins sagen, dazu noch eins sagen wollen. Wir müssen bei Digitalisierung, bei Technik, bei Fortschritt immer im Blick haben, dass sie den Menschen nützen soll. Alles andere ist für uns als Firma, aber ich glaube für uns als Gesellschaft nicht der richtige Weg. Aber man darf nicht aus Angst davor, was sie denn für mögliche Risiken mitbringt, all den Nutzen, den sie auf der anderen Seite hat, wegwerfen. Also wir müssen immer wieder uns die Frage stellen, was ist der Nutzen, wie können wir den heben und erstmal positiv an eine Innovation, an eine Idee herangehen und sagen, oh, was kann ich damit machen? Die Begeisterung steht am Anfang und dann gibt es jemanden, der an der Seite steht und es hat mögliche Risiken und das tun wir, um diese Risiken zu vermeiden. Aber wir können nicht die Risiken nach vorne stellen und sagen, oh, das fassen wir da alles nicht an. Das haben wir lang genug getan und stellen jetzt eigentlich fest, dass wir Innovationskraft nicht genutzt haben, die es eigentlich gegeben hätte. Wir haben die Innovationen anderen überlassen, die jetzt dann damit große Erfolge feiern. Aber ich will es nicht auf dieser negativen Seite stehen lassen. Es gibt auch ganz viele gute Beispiele in Europa. Es gibt tolle Startups, in Deutschland sogar. In Deutschland übrigens ein bisschen breiter verteilt, nicht alles in Berlin, aber auch viel in Berlin. Aber ich glaube, es ist schön zu sehen, dass es eben Menschen gibt. Und wenn man diese Startups teilweise anschaut, dann sind das sehr junge Menschen typischerweise, die aber genau mit so einem Ansatz daran gehen. Ich glaube, das sind keine Techies oder keine Nerds, die Technologie fördern um der Technologie willen, sondern die stiften damit Nutzen. Und der Nutzen liegt immer im Auge der Betrachter und damit im Auge des Menschen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Gut, der Dialog ist notwendig, weil es gibt auch mögliche negative Auswirkungen und diese möglichen negativen Auswirkungen muss man auch sehen. Aber man darf sie nicht nach vorne schreiben, weil sonst verhindern wir Innovationen. Und das ist für uns alle am Ende am wenigsten nützlich. Das hat ja auch Herr Hoffmann gesagt. Risiko muss ran. Wollen Sie noch ganz kurz was dazu sagen? Un tout petit peu? Oui, je voudrais dire, vous êtes donc professeur de droit, que ce que nous avons découvert dans Gaia X, c'est l'immense importance du droit dans ce que nous sommes en train de faire. En reprenant ce que disait tout à l'heure André, si nous laissons le temps au temps pour que toutes ces choses soient réglementées, nous n'avons aucune chance d'être prêts quand ce sera nécessaire. Et donc, je voudrais, vous connaissez ça certainement mieux que moi, dire qu'on est en train de passer d'une vision, d'une compliance ex post, qui a toujours été celle qu'on a connue. On fait une réglementation et on donne une pénalité à ceux qui ne la respectent pas. Donc 10 milliards à Google parce qu'ils ont fait ceci, 5 milliards à Microsoft, et donc ils font des appels, etc. Et ça ne marche jamais. Et ce vers quoi on va, et qui nous vient du monde anglo-saxon, mais qu'il faut qu'on arrive à adapter au monde européen, c'est une compliance ex ante. Dans cette compliance ex ante, c'est la responsabilité du pouvoir politique de définir ce que la professeure Frison-Roche appelle les buts monumentaux, c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller. Ces buts monumentaux étant définis, il appartient à des associations comme Gaia X de définir des labels, et il appartient que ces labels soient discutés par les protagonistes qui vont rendre les services de cloud, et qu'ils se donnent l'objectif d'appliquer ces réglementations, et la seule responsabilité du pouvoir politique, c'est de s'assurer qu'ils ont pris les moyens d'appliquer ces réglementations et non pas de les juger ex post. Donc on a vu déjà ça s'installer
dans le cas du GDPR, puisque la seule responsabilité, c'est de montrer qu'on a mis en place des process, eh bien, ceci doit s'élargir à l'ensemble du monde du partage de la donnée et du cloud. Et c'est pour ça que nous sommes tellement intéressés d'avoir à bord de Gaia-X tous les fournisseurs de cloud, qu'ils s'appellent AWS, Google, Microsoft ou Alibaba, qui se sont engagés à discuter avec nous de ces réglementations, mais qui pour autant, si vous voulez, et ça c'est très important de le dire peut-être en concluant, nous avons, et j'ai beaucoup pesé là-dessus au moment où j'étais président, refusé de les avoir au conseil d'administration de Gaia-X. C'est-à-dire qu'ils font partie des discussions techniques, mais quand il s'agit de mettre en œuvre ces discussions et de décider quel est l'objectif de l'Europe dans tout ça, ils ne sont pas à la table pour en discuter. Et donc, pour terminer, transformer une vision de la compliance ex post, qui est celle qu'on a connue, en une vision ex ante, les Américains et les Anglo-Saxons nous ont précédés, en particulier dans le domaine de la finance et de la banque, où on a laissé aux opérateurs de la banque le soin de vérifier que les réglementations étaient correctement appliquées. Eh bien, si nous n'allons pas dans cette direction, il n'y a aucune chance que les réglementations dont nous avons besoin soient prêtes à temps pour qu'on puisse avoir notre mot à dire. Vielen Dank. Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, wir sind 10 nach 12. Das heißt, eigentlich ist jetzt Lunch, deswegen würde ich, obwohl es noch eine Frage gibt, wenn Sie nichts dagegen haben, vielleicht können Sie das im direkten Gespräch machen später, dann würde ich jetzt nämlich die Runde sozusagen abbinden und den Herren danken. Vielen Dank für den Input. Ich glaube, es war ziemlich interessant und wird auch uns weiterbringen für den heutigen und auch für den morgigen Tag. Jeder hat auf seine Art und Weise, finde ich, wunderbar dazu beigetragen.